Merci de nous choisir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi 15 sur e-radio. C'est l'heure du journal. L'opposition tourne le dos au ministre de l'Intérieur, parti ce matin pour auditer le fichier électoral. Le Front de résistance nationale semble dessus et quitte les lieux. Il reproche à Aly Ngouille Ndiaye de n'avoir pas mis à sa disposition le bon fichier. Le porte-parole adjoint du PDS répond aux avocats de l'État qui promettent la contrainte par corps à Karim Wade. D'après Lamine Ba, cette sortie n'a aucune importance. Pouvoir et société civile, l'impossible entente depuis les indépendances, les deux partis émettent des notes dissonantes. La société civile s'explique, elle se dit indépendante et l'ancien Premier ministre Aminata Touré l'invite à la neutralité. La mer et ses graves dégâts, beaucoup de villes côtières comme Saint-Louis subissent l'avancée du Grand Bleu. Un expert en météo suggère au gouvernement le recasement des populations en proie à ce phénomène naturel. Actualité internationale, élection présidentielle à Madagascar, les résultats tardent à tomber et le tout sur fond de contestation. Et puis, les meilleurs sportifs de l'année connus, Sadio Mané, ballon d'or sénégalais, en lutte, Eumeu Sène a été choisi. La NPS procède au dépouillement depuis ce matin. Au micro, Antoine Diouf, à la technique, Alioune Diassé. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'opposition repart du ministère de l'Intérieur non satisfaite. Les experts commis par le Front de résistance nationale n'ont pu effectuer les travaux d'audit du fichier électoral, tout simplement parce que, selon eux, le ministre Aly Ngouille Ndiaye n'a pas mis à leur disposition le fichier électoral qu'ils attendaient. L'opposition promet de revenir sur la question cet après-midi. Ce sera lors d'une conférence de presse. Baba Ndiaye. Le dispositif de consultation du fichier électoral ne répond pas aux attentes du Front de résistance nationale. Omar Sarr, président de la commission électorale du FNR. Vous avez vu, nous n'avons pas duré parce que nous n'avons pas ce que nous attendions. On nous a présenté une maquette à part laquelle nous pouvions avoir certains résultats visuels. Bon, mais c'est tout. Bon, c'est pas vraiment ça que nous attendions. Nous voulions vraiment pouvoir contrôler ce fichier électoral, savoir s'il y a des incohérences et savoir s'il y a des erreurs, parce que la loi nous le permet. En tout cas, nous, en tant que techniciens, nous ne sommes pas du tout satisfaits. C'est pas ça que nous attendions. Omar Sarr et ses camarades continuent de réclamer l'intégralité du fichier électoral selon leurs termes. Sous Diouf, sous Wade, plusieurs fois, nous avons eu à faire de ces contrôles-là et on nous a quand même permis l'accès au fichier. On nous a permis de poser certaines requêtes, comme on dit dans le jargon. Et là, c'est pas le cas. Vraiment, c'est exactement presque le portail en ligne qu'on nous présente. C'est les mêmes éléments. Qu'est-ce que vous attendez? Nous attendions à ce qu'on nous donne le fichier pour que nous puissions le contrôler. Mais pas pour que nous puissions seulement visionner si tel est présent sur la liste ou pas. Nous ne sommes pas venus pour ça. Parce que ça, nous avons les moyens de le savoir avant de venir ici. Le PDS et ses alliés donnent rendez-vous cet après-midi pour statuer sur le sujet, mais aussi dégager les stratégies de lutte. Baba Ndiaye, Karim Wade est bien averti par les avocats de l'État qui ont fait savoir hier que si l'ancien ministre d'État met les pieds au Sénégal, la contrainte par corps va s'appliquer à lui. Réaction du porte-parole du PDS, Lamine Ba, dit que cette sortie n'a aucune importance. Selon lui, les avocats de l'État veulent justifier tout simplement leurs honoraires. Nous l'écoutons avec Hassan Top. Ce n'est pas à des avocats de l'État d'arrêter quelqu'un, c'est un juge qui décide qu'on arrête quelqu'un. Vous comprenez? La deuxième chose, c'est que ces avocats sont avocats d'une partie dans une affaire et que pour moi, ces avocats, tout ce qu'ils peuvent dire n'est que expression d'une volonté de cacher honteusement et vainement le camouflet, énième camouflet, je dis bien, d'une affaire perdue d'avance. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à cela. Cette sortie des avocats, pour moi, est un non-événement, n'est que spéculation politicienne, très en deçà des aspirations démocratiques et des préoccupations légitimes des Sénégalais qui avaient pensé que la bonne gouvernance, gestion sobre, vertueuse, qui ont été vraiment les éléments déterminants de l'élection du président Macky Sall, soit aujourd'hui au rendez-vous de ce qu'on pouvait servir aux Sénégalais, mais ce n'est pas le cas. Donc si des avocats
avocat plus préoccupé par des honoraires sur le dos du contribuable sénégalais puisse prendre de tels propos. Bon, j'ai encore pitié pour le peuple sénégalais, quoi. Revisitons maintenant les relations entre pouvoir et société civile à la lumière de l'affaire Lead Afrique. Depuis les indépendances, les deux parties ont très souvent des contradictions très profondes sur des questions d'intérêt national. De Senghor à Macky Sall, c'est le cas. Ce qui fait appel à des interrogations sur cet état de fait. Et comme réponse, les acteurs de la société civile brandissent leur indépendance vis-à-vis du pouvoir. Pendant ce temps, l'ancien Premier ministre Aminata Touré leur demande de faire preuve de neutralité. Un dossier de Migui Maram Ndiaye. Cette relation tendue entre la société civile et le pouvoir constatée ces derniers temps n'est pas un phénomène nouveau, selon le formateur Alisik. Ibrahima Bakhoum révèle les raisons. Plus en plus d'organisations dans le monde cherchent à influencer d'autres organisations, d'autres pays. Alors ça fait quoi? On finance des groupes de pression, on finance des personnalités qui ont un objectif précis, on finance des jeunes partis. Donc tout cela, évidemment, n'est jamais gratuit. Il y a forcément des intérêts derrière. Alors cela donne quoi? Au fur et à mesure que nous avançons, surtout dans l'espace politique, quand les organisations se mettent à se prononcer sur des cas précis de gouvernance, c'est en fonction des intérêts de chacun. Tout a commencé avec le président Abdou Diouf. Avec Abdoulaye Wade, c'est devenu beaucoup plus heurté, reconnaît le secrétaire de la RADDHO, Sadikh Niasse. Notre financement de l'Union européenne a été même bloqué par Abdoulaye Wade qui avait récusé la RADDHO comme observateur des élections. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Ce n'est pas la RADDHO, mais il y a d'autres organisations qui sont taxées aussi d'être des organisations partisanes. Donc cela ne nous étonne pas. Pour Ibrahima Bakhoum, le président Macky Sall est allé trop loin. Il ne comprend pas. Jamais un pouvoir n'est allé aussi loin dans son opposition à des organisations de la société civile. Et ça, c'est récent. C'est très récent. C'est juste depuis quelques mois. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de gouvernement aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont peur pour 2019? Parce qu'aujourd'hui, la préoccupation principale, c'est d'abord le second mandat. Et tout ce qui donne l'impression d'être un obstacle à la réalisation de cet objectif de deuxième mandat, évidemment, est considéré comme adversaire politique. Pour le pouvoir actuel, la société civile a failli à sa mission. L'ancien Premier ministre Aminata Touré rappelle Seydi Gassama et ses camarades à l'ordre. Il faut également que la société civile comprenne son rôle, comme il a toujours été, qui est un rôle d'équidistance entre l'opposition et le pouvoir. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que nos amis de la société civile reprennent avec eux cette indépendance-là et qu'ils ne s'immiscent pas dans ce combat politique parce que nous pouvons l'assumer seuls. Tous les pouvoirs qui se sont succédés ont accusé la société civile d'avoir des positions partisanes. Pour les membres de cette société civile, c'est un bon indicateur d'indépendance. Midi 8 minutes, vous suivez le journal sur iRadio. L'info en continu sur www.imedia.sn. L'avocat des Tiantakoun remet au goût du jour le dossier de ses clients que semblent oublier les autorités judiciaires d'après les détenus eux-mêmes. Quand Maître Oumar Fati en parle, c'est pour dénoncer les lenteurs qu'il a notées, synonymes de violation des droits des détenus à Wadiap. Ils sont au nombre de 16 et attendent depuis plus de 6 ans à la maison d'arrêt et de correction de Thiès d'être fixés sur leur sort. Cela n'est ni plus ni moins une violation des droits humains. Maître Oumar Fati est l'un des avocats de la défense. Vous comprenez, depuis quelque temps, le procureur a déclaré le procès à l'extrémisme, mais jusque-là, c'est une situation particulièrement alarmante. Donc ça constitue une véritable violation des droits humains. C'est une situation inacceptable. Cette lenteur est injuste et inexplicable, tonne l'avocat. Il invite les autorités judiciaires au respect de la loi concernant ce dossier. C'est des personnes qui sont poursuivies pour des faits criminels ou délictuels et qui attendent d'être jugées. Maintenant, je ne sais pas la particularité se situe à quel niveau. Et je ne comprends pas aujourd'hui dans ce comportement de l'État ou de la justice, donc de manière générale, donc à retenir ces personnes en détention. Peut-être donc c'est dit au statut du marabout, mais
La réalité, c'est que ces personnes-là doivent être jugées. Elles doivent être jugées parce que je suis convaincu que parmi elles, donc il y a que justice soit rendue. Que justice soit rendue, un cri de cœur de la défense et des 16 Tiantakon de l'affaire Madinatul Salam en détention provisoire depuis 2012 à la maison d'arrêt de correction de Thiès. En attendant, Guet Ndar continue de souffrir de l'avancée de la mer, surtout ces tout derniers jours où la mer a fait beaucoup de désastres. D'autres villes côtières du Sénégal sont également concernées par ce phénomène naturel. Comme solution, l'expert en météo préconise des concertations gouvernement-population pour le recasement des victimes ou éventuelles victimes de la mer. C'est Pascal Ndiaye, prix Nobel de la paix en 2007 avec l'équipe de Al Gore, est convaincu que la mer va poursuivre son avancée. Alassane Samba Diop. De Dakar à Saint-Louis, partout la mer a semé la désolation. Des maisons en ruine, des familles entières dans le désarroi. Les changements climatiques sont une réalité. Ils frappent de plein fouet. Alioune Ndiaye, scientifique, météorologue et conseiller spécial du directeur de l'Organisation mondiale de la météorologie, il pense qu'il faut une concertation avec les populations pour les reloger ailleurs. Moi, en tant que scientifique, si j'étais à Ndar, là où ils habitent, je ferais beaucoup plus attention. Je me serais peut-être même déplacé. Parce que la menace, elle est permanente. Aujourd'hui, nous avons ça, on ne souhaite pas que ça revienne. Mais il y a encore des chances pour que ça revienne. Et ça revienne de plus belle. C'est ça la réalité des changements climatiques. Les événements extrêmes vont être beaucoup plus fréquents et l'envergure va être beaucoup plus énorme. C'est des situations dramatiques pour les populations qui sont là-bas. Leurs ancêtres ont vécu dans ce patelin-là. Maintenant, la mer qui vient envahir les cimetières, un cimetière pour un Sénégalais, c'est quelque chose d'extraordinairement élevé, solide. C'est dans notre culture, c'est en nous. C'est nos mamies, là, comme ils disent, ils sont là-bas. On les vénère. On ne veut pas que quoi qu'il puisse arriver, que la terre... Voilà, c'est ça. Donc, on comprend parfaitement bien leur position par rapport à ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'au-delà du discours de surfing qui est sur les changements climatiques, il faut que des mesures beaucoup plus précises, beaucoup plus convaincantes arrivent aux populations. La mer va poursuivre son avancée. L'année dernière, 152 familles ont perdu leur logement à Guet Ndar. Sauver les villes côtières du Sénégal est plus qu'une urgence, c'est une question de survie. Et puis cette rencontre tripartite est prévue cet après-midi, disons en début de soirée à 19h, entre le cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal, le ministre de l'économie, des Finances et du Plan Amadouba et le ministre de l'Enseignement supérieur Mary Teuw Niane. L'actualité religieuse, le diocèse de Kaolack prépare l'ordination épiscopale de Monseigneur Martin Boukartine. C'est ce samedi 24 novembre. À l'occasion, 6000 personnes sont attendues dans la capitale du Saloum. Face à la presse, le comité d'organisation de l'événement s'est dit rassuré par rapport aux engagements pris par l'État pour que la cérémonie soit une réussite. Correspondance Ousmane Dem. Pour cette ordination épiscopale, les différentes commissions en relation avec les services étatiques, notamment le ministère de la Santé, veulent mettre les petits plats dans les grands. C'est ainsi que pour la couverture sanitaire, un important dispositif est prévu. Dr Jean-Claude Boukal. Le ministère de la Santé a donné 8 millions de médicaments. Donc pour me résumer, la commission santé, en association avec la région médicale et le district sanitaire de Kaolack, va ouvrir des postes médicaux avancés au niveau des différents sites pour prendre en charge les pèlerins. La mise en place de toutes ces dispositions montre à quel point cet événement est important dans la vie chrétienne, surtout pour un évêque. Abbé Raphaël Ndiaye, vicaire de la cathédrale de Kaolack. Le territoire du diocèse de Kaolack a une superficie de 21 299 km² et couvre en superficie les régions de Kaolack et de Kaffrine. En plus de ces deux régions administratives, le diocèse de Kaolack couvre les départements de Gossas et de Foundiougne dans la région de Fatick, laquelle région appartient à l'archidiocèse de Dakar. En direction de cet événement, la communauté chrétienne de Kaolack a été reçue par le chef de l'État Macky Sall lors de sa récente visite. Un geste que cette communauté a hautement salué. Et dans cette audience, nous avons informé le président de tout ce qui concerne l'ordination d'un évêque, avec tout ce que ça comporte. Il était assez content d'en connaître véritablement les points les plus importants de l'ordination, surtout quant à la charge d'un évêque. Après son ordination épiscopale, Monseigneur Martin Tine sera installé le lendemain à la cathédrale de Kaolack où il prononcera sa première messe d'intronisation. Ousmane Dem, Kaolack, Iradio.
e-radio, les infos d'ici et d'ailleurs. Les vols d'argent dans les banques et autres institutions de microfinance se multiplient. Le dernier cas en date, c'est l'affaire de Manco de la Société Générale révélée par Libération ce matin. Comment cela peut arriver? Le système est-il aussi fiable quand on sait que des milliards sont en jeu? Ousmane Gueye a réussi à joindre le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Voici les explications d'Abib Ndao. Pour comprendre les 3 milliards qui se sont volatilisés, entre guillemets, l'enquête le dira, il faut partir de la nature du système d'octroi des crédits dans les SFD. Cependant, c'est un cas de détournement, peut-être, l'enquête dira cela, mais les SFD sont étroitement surveillés et contrôlés, c'est-à-dire par un organe qui s'appelle la DRS-SFD, qui est la direction de la réglementation et de la supervision des sociétés, sociétés financières décentralisées. À cela s'ajoute un reporting banque centrale sur la solvabilité et la liquidité de la SFD. Donc ça, c'est un détournement isolé, mais les SFD constituent ont toujours une solidité dans leur ensemble et pour cause, l'ensemble des SFD au Sénégal ont distribué au 31 décembre 2017 ont octroyé 350 milliards de crédits. Il y a ce qu'on appelle les SFD, en vertu de l'article 44, qui ont des volumes de dépôt supérieurs à 2 milliards. Donc, la microfinance est solide. Il y a des cas de détournement qu'on peut retrouver partout d'ailleurs. Et il faut savoir aussi que pour les petits montants, les crédits qui sont octroyés sur la base d'une garantie morale. Pour les crédits un peu plus substantiels, le système de cautionnement de garantie, c'est soit une carte grise ou une évaluation des biens matériels. À Ziguinchor, les artisans qui travaillent dans le secteur de l'automobile veulent des formations avec des diplômes reconnus par l'État. Ils exigent aussi des ateliers de formation pour une mise à niveau, mais également un accompagnement pour mener à bien leurs activités. Ils l'ont fait savoir au cours d'une assemblée générale. Mohamed Kanji. Plusieurs points ont été soulevés au cours de l'Assemblée générale des mécaniciens automobiles de Ziguinchor. Parmi leurs revendications, le besoin d'avoir des diplômes reconnus par l'État. Pape Samba Fall, leur secrétaire général. Après la formation, les diplômes qu'on nous délivre ne sont pas reconnus par l'État. C'est le même cas pour nos apprentis. On aimerait vraiment que nos diplômes soient reconnus par l'État. Pour cela, nous sollicitons l'aide des autorités. Toutefois, ces mécaniciens automobiles pensent que des sessions de renforcement de capacité leur permettraient de se mettre à niveau. Ils ont également émis le souhait d'être accompagnés pour viabiliser leur site industriel. On manque de formation. On a un site industriel bien aménagé et tout, mais on ne peut rien faire pour l'instant. Donc, on sollicite l'aide des autorités de la localité pour au moins avoir une école de formation sur ce site. Ce serait vraiment bien. Ces artisans travaillant dans l'automobile à Ziguinchor comptent aussi sur le soutien des autorités pour mener à bien leurs activités, des activités qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. L'actualité internationale sur e-radio. C'est avec Bokar Alfakan. Bonjour Bokar. Bonjour Antoine. Au Niger, une attaque vise un forage minier près de Difa. Oui, c'était ce matin dans l'extrême sud du Niger, près de la frontière nigériane. Des hommes armés ont pris pour cible une équipe de forage minier du groupe français Foraco à l'est de Difa. Une action imputée au groupe terroriste Boko Haram. Avec cette attaque terroriste, les sociétés de forage disent craindre pour leur personnel. Foraco est une société cotée à la bourse de Toronto est présente dans le pays depuis 2001. C'est le plus grand groupe de forage et de sondage minier en Afrique de l'Ouest. Burundi, l'envoyé spécial des Nations Unies, est très inquiet de la situation humanitaire dans le pays. Oui, Michel Kafando, l'ancien président de la transition au Burkina Faso, a exprimé toute sa préoccupation par rapport à la détérioration constante de la situation socio-économique dans le pays. Une attention et des efforts supplémentaires de la communauté internationale sont attendus. Écoutons Michel Kafando devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.
La situation humanitaire demeure préoccupante. En effet, on estime à près de 1,7 million le nombre de personnes menacées par l'insécurité alimentaire. Et je voudrais ici réitérer les préoccupations du secrétaire général face à la détérioration continue de la situation socio-économique du pays et à l'insécurité alimentaire qui affecte de nombreux Burundais. Je rappelle que le gouvernement n'a toujours pas repris la coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les violations des droits de l'homme et autres abus tels que les arrestations arbitraires, les disparitions forcées et autres actes d'intimidation persistent, comme les discours de haine, notamment à l'endroit des auteurs, des acteurs de l'opposition. Direction Madagascar à Bokar, où les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle sont contestés par les candidats et certains demandent l'annulation pure et simple du scrutin du 7 novembre. Oui, les résultats provisoires annoncés le 17 novembre par la Commission électorale nationale indépendante donnent Ange Radjuel vainqueur de ce premier tour avec 39,19% des voix. Il a ensuite annoncé qu'il se conformerait au résultat final de la Haute Cour constitutionnelle. Celle-ci doit valider les résultats de la CENI entre le 26 et le 28 novembre. Pourtant, Ange Radjuel a relevé des irrégularités contre lesquelles d'ailleurs il a annoncé une plainte auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Je rappelle que Ange Radjuel a été chef de l'État pendant la transition de 2009 à 2014. Il exige une confrontation des procès-verbaux. Face à Ange Radjuel, un autre ex-président, Marc Ravalomanan, qui a été donc chef de l'État entre 2002 et 2009, il est arrivé à la deuxième place avec 35,29% des voix. Après la publication des résultats provisoires, il a indiqué qu'il les acceptait avant de déclarer sur sa page Facebook qu'il allait lui aussi déposer une plainte auprès de la Haute Cour constitutionnelle. D'autres candidats qui ne seront pas au second tour demandent purement et simplement l'annulation du scrutin. C'est le cas du chef de l'État sortant, Eri Rajao Narimampianina, qui estime avoir été victime d'une fraude massive. 25 candidats sur les 36 ont également déposé une requête en annulation du scrutin auprès de la HCC, qui doit rendre sa décision donc entre le 26 et le 28 novembre. Mais est-ce que cette élection peut être annulée? Alors oui, la Haute Cour constitutionnelle peut annuler le scrutin car elle en a le pouvoir, mais il est peu probable qu'elle le fasse. En revanche, elle peut annuler certains résultats qui, de toute façon, ne changeront pas la structure des résultats provisoires. Dans l'histoire politique de Madagascar, aucune requête en annulation n'a abouti. Donc, le second tour devrait opposer Ange Radjuel et Marc Ravalomanan. Et puis, les Malgaches veulent en finir avec la crise qui dure depuis 2009. L'armée dans tout ça? Alors, l'écart entre les deux n'est pas insurmontable. Il est de 194 000 voix. Donc, tout peut arriver dans un sens comme dans l'autre. Ange Radjuel et Marc Ravalomanan ont un écart entre eux qui est de 194 000 voix. Ange Radjuel a engrangé d'importants scores dans quasiment toutes les régions, alors que Marc Ravalomanan s'est démarqué dans les circonscriptions densément peuplées, notamment dans la région d'Analamanga, qui comprend la capitale Antananarivo, dont son épouse est maire. Les voix des recalés seront donc âprement convoitées dans la perspective du second tour du 19 décembre. Les tractations sont en cours avec un rapprochement en vue entre Marc Ravalomanan et le président sortant qui a obtenu 9%. Les 33 autres candidats qui ont totalisé 772 000 voix seront donc au cœur de ces alliances. Vous disiez tout à l'heure, Antoine, et l'armée dans tout ça? Eh bien, les militaires sont intervenus le 16 novembre pour rappeler aux candidats leurs responsabilités suite aux nombreuses contestations. C'est même une mise en garde que l'armée a lancée à la classe politique, notamment contre tous ceux qui seraient tentés de semer le trouble. Pour cette déclaration, le commandant de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major de l'armée et le directeur général de la police sont montés au créneau. Les forces armées ne s'étaient pas exprimées depuis la crise préélectorale qui avait conduit au remaniement ministériel en juin et au cours de laquelle elles avaient une première fois demandé aux politiciens de respecter les règles de droit. Bokar Alpha Khan, merci pour cette page internationale. Le journal des sports de e-Radio. Le journal des sports avec Aïssata Ndiaye. Bonjour Aïssata. Alors, l'Association nationale de la presse sportive désigne les meilleurs sportifs de l'année 2018. Alors, on connaît en tout cas le meilleur footballeur. Il s'agit de Sadio Mané.
Le meilleur lutteur, c'est Emerson, bien entendu. On y va pour les détails. Très bien, Antoine. L'Association nationale de la presse sportive du Sénégal a procédé au dépouillement des bulletins de vote pour les titres des meilleurs sportifs de l'année 2018, comme vous l'avez dit. Et voici les résultats. Au football, c'est l'international sénégalais Sadio Mané qui a été désigné comme ballon d'or sénégalais pour la 5e fois consécutive avec 296 voix. Il est suivi par Kalidou Koulibaly, 251 voix, et Youssouf Sabaly, 22 voix. Pour la lutte, l'équipe nationale de basketball féminin a remporté le titre du meilleur sportif de l'année devant l'équipe nationale de taekwondo. Et puis pour la lutte avec frappe, le roi des arènes, Homocène, a été choisi avec 313 voix. Lutte sans frappe, Émile François Gomis de l'écurie Parcel Mbolo a été choisi. Football, fin de la saison des équipes nationales, les Sénégalais font une évaluation. Très bien Antoine, les dates FIFA 2018 se sont terminées. Ceci marque ainsi la fin de la saison des équipes nationales. Les Sénégalais sont-ils satisfaits de l'équipe, de son jeu et de son entraîneur? Quelques réactions dans ce micro-trottoir réalisé par Stéphanie Bassigalupo. Bon, vraiment, ils font des efforts. Vraiment, c'est l'équipe qui est là, qui travaille dans la durée. Laissons peut-être le temps de faire des résultats, mais en règle générale, quand même, je pense qu'on est quand même relativement bon en Afrique. Avec un peu de chance, peut-être ça ira. Maintenant, ne pas se contenter de notre statut de très bonne équipe africaine. Toujours progresser, effectivement, pour gagner un jour la Coupe d'Afrique. Il n'a aucun complexe par rapport aux autres. Bon, le résultat n'est pas encore au rendez-vous, mais il est très bon, il est très constant. On a eu des entraîneurs de qu'est-ce que ça nous a apporté? Rien du tout. Ça reste ça, hein? Ça reste. D'accord, il a une bonne équipe, une équipe jeune, talentueuse. Mais ça reste, hein. Franchement, ça reste beaucoup et on l'encourage et on lui souhaite bon vent pour la CAN et qu'on lui demande de nous ramener la coupe. Bon, ouais, je suis satisfait. Encore, j'aimerais être plus satisfait. Si vraiment on l'aide, il va falloir que lui aussi, il ait un peu plus de modestie pour faire appel surtout aux gens comme El Hadji Diouf, franchement. Parce que lui, on sait qu'on n'a pas encore eu un plus grand jour que lui. Donc c'est préférable de le faire rapprocher de l'équipe et même d'écouter même ses conseils. Moi je pense que l'équipe a du potentiel parce que si on a réussi à arriver jusqu'à la Coupe du Monde dernièrement et qu'on a réussi à se battre et qu'actuellement on est premier dans la CAN, là, c'est qu'il y a du potentiel, il y a des joueurs, il y a l'envie et je pense aussi que l'entraîneur fait son maximum pour unir l'équipe et vraiment réussir en fait pour que le Sénégal soit bien représenté. Déjà l'entraîneur, je trouve qu'on n'a pas un entraîneur qui a assez d'expérience parce qu'il y a le talent, l'équipe a le talent, mais le niveau de jeu proposé, il est assez bas quand même pour ces joueurs qui jouent dans de très grands clubs, qui ont tout le talent pour briller au fait. Mais je pense qu'en termes de management et de stratégie du coach, c'est ça qui reste. Donc pour moi, Aliou Cissé n'est pas adapté aux joueurs actuels que nous avons. Justement, le directeur technique national passe à la loupe le style de jeu de l'équipe d'Aliou Cissé. Oui, Antoine, le style de jeu de l'équipe nationale de football ne fait pas souvent l'unanimité chez les spécialistes et les supporters. Mais quel est le véritable style de jeu de l'équipe de Aliou Cissé? Ce style est-il vraiment efficace? Élément de réponse dans cet entretien que le directeur technique national Mayacine Mar a accordé à Cheikh Diop. Nous, notre manière de jouer, elle est très simple. Nous sommes une équipe qui joue sur la qualité de nos joueurs que nous avons. Quand nous jouons contre une équipe, effectivement, qui a des ambitions légitimes de jouer contre nous, nous avons toujours, quand on perd le ballon, un bloc médian. Et quand l'équipe adverse rentre dans notre bloc maintenant, on presse pour la récupération et on joue rapidement devant parce que nous avons des flèches devant. C'est ça qu'on fait. Souvent également aussi, on joue dans la verticalité. C'est-à-dire on cherche à jouer effectivement à joindre nos excentrés qui sont rapides dans les espaces latéraux. Ou bien on cherche un point d'ancrage avec un avant-centre, n'est-ce pas? Et nous jouons sur le deuxième ballon pour introduire nos excentrés. La troisième option, c'est qu'il arrive effectivement que vous jouez contre une équipe qui est dans une position très basse, comme le cas du match contre Guinée équatoriale, où l'équipe effectivement a peur de libérer les espaces derrière parce que sachant que c'est notre point fort. Mais à partir de ce moment, on cherche effectivement à contenir la défense adverse avec tous les risques que cela produit. Merci à vous Antoine, c'était tout pour l'actualité sportive du jour. Aïssata Ndiaye, merci pour cette page des sports. Vous savez bien que sport et culture font bon ménage. Justement, c'est cet après-midi qu'aura lieu l'ouverture du village des rencontres cinématographiques de Dakar. Et demain,
Ce sera la cérémonie officielle au Grand Théâtre de Dakar. Le portrait de ce midi s'intéresse au Sénégalais Mbaye Ndim Thiam, un produit de l'École supérieure polytechnique de Dakar, instructeur certifié en sûreté de la Direction générale de l'aviation civile française. Il est le premier étranger à être autorisé à exercer ce métier en Italie après avoir donné un coup de pouce au nouvel aéroport de Yas. On voit tout cela avec Ousmane Gueye. Après un DUT en finance comptabilité à l'École supérieure polytechnique de Dakar, Mbaye Ndim Thiam s'envole pour la France. Pendant 9 ans, il travaille comme gestionnaire de stock chez Renault et depuis 2013, il est instructeur certifié en sûreté de la Direction générale de l'aviation civile européenne. Aujourd'hui, il vient de franchir un nouveau palier. Je dois dire toute ma fierté, tout mon contentement d'avoir réussi cette reconnaissance comme instructeur de l'aviation civile en Italie. Donc cette reconnaissance concerne un fait qui n'est pas anodin parce que je suis la première personne, toute nationalité confondue, à être reconnue comme instructeur dans l'aviation italienne. Donc je suis certifié aviation civile française, donc européenne par ricochet. Mais pour être dans l'aviation italienne, il faut d'abord soutenir devant un parterre de spécialistes italiens qui vont donc poser des questions, qui vont vouloir savoir comment je tiens un cours, quels sont les termes techniques qu'on utilise, comment on fait la protection des gens. Plusieurs années en Europe, mais le Sénégalais n'oublie pas son pays natal. C'est ainsi qu'il s'implique activement dans la formation des personnels des aéroports. J'ai eu la chance d'être venu à Dakar au mois de décembre de l'année dernière et c'est moi qui ai eu la chance de former les agents qui travaillent au niveau de l'inspection filtrage donc des passagers à l'aéroport de Dias. Paris, Bruxelles, Amsterdam, Londres, Mbaye Ndim Thiam, âgé de 48 ans, se doit de se poser parfois à Venise pour voir son épouse italienne et ses 2 enfants. Une belle vie faite de savoureuses découvertes mais confrontée parfois à certaines turbulences. Les belles habitudes sénégalaises. Tu sais, quand on vit en Europe, c'est pas trop facile. C'est pas trop facile étant entre guillemets un tout petit célibataire à Paris. C'est un peu difficile, donc je ne mange que des plats qui sont surgelés. C'était donc le portrait de Mbaye Ndim Thiam, instructeur certifié en sûreté de la Direction générale de l'aviation civile française. L'énergie solaire est très peu utilisée au Sénégal et pourtant elle peut être d'un grand apport dans la politique énergétique de l'État. Mais si l'énergie solaire est peu utilisée, c'est dû au manque de moyens financiers et à une absence de sensibilisation vis-à-vis des populations. Un dossier de Fallou Ndongo. Coupure d'électricité, interruption brusque du travail et désolation totale. Une pareille situation, de nombreux Sénégalais y sont exposés. Le peu de gens qui seraient à l'abri sont ceux-là qui utilisent des moyens comme les panneaux solaires. Déjà, la facture d'électricité va se réduire. En plus, vous avez l'électricité en permanence. Sur le côté environnemental, c'est plus sain. Ça fait moins de bruit, contrairement aux groupes électrogènes et consorts. Effectivement, on a fait beaucoup d'installations dans Dakar et dans la sous-région aussi. Ce propos est tenu par Alioune Badara Sow, le spécialiste en distribution et installation de panneaux solaires, nous a reçus à son domicile, c'est à Mermoz, un quartier de Dakar. Ici, l'alimentation énergétique est assurée par des panneaux solaires et on peut en dénombrer une trentaine. Là, on a 36 panneaux. Des panneaux solaires? Des panneaux solaires, oui, qu'on a connectés en parallèle. Et ici, on a notre local technique. C'est notre local technique. D'accord. On a 2 onduleurs et 2 régulateurs avec un onduleur photovoltaïque. Ça, c'est les accessoires. Par exemple, ça, c'est le color control. Ça affiche l'état de charge des batteries et la production solaire. En plus, la consommation aussi. Bon, ça, c'est les régulateurs. Par là que passent les panneaux pour pouvoir être chargé dans les batteries. Je suis 24 heures sur 24 le solaire et depuis lors, ça va quoi. Est-ce que ça a poussé le voisinage à bien vouloir utiliser le solaire comme vous le faites? Effectivement, oui, parce qu'ici à Mermoz, pratiquement toutes les maisons sont équipées d'un système solaire et c'est nous qui l'avons installé. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour négatif. Notre interlocuteur reconnaît tout de même que les utilisateurs de panneaux solaires ont parfois des difficultés liées à l'utilisation technique de ce matériel. La difficulté qu'on rencontre le plus souvent, c'est parfois les gens pensent que quand ils ont le système solaire, bon, ils peuvent faire du n'importe quoi avec, et tel n'est pas le cas. Parce que tout dépend des batteries. Si on a un banc de batterie assez grand, on peut y connecter beaucoup d'appareils, quoi. Et parfois, il y a des gens, ils ont un petit kit solaire, ils veulent mettre des splits, des congélateurs, des réfrigérateurs et ça ne passe pas. L'utilisation de panneaux solaires reste ralentie par la cherté du matériel, mais aussi par une absence de sensibilisation convaincante, à informer. Alioune Badara Sow. La suite du journal, c'est dans un instant. GD16 vous offre la revue de presse.
La presse du jour parcourue par Ousmane Gueye. Et si le pouvoir avait décidé d'en découdre avec les organisations non gouvernementales depuis fort longtemps? À lire Source A ce matin, la disgrâce qui frappe l'Afrique francophone était prévisible. Source A révèle que le chef de l'État a commencé la fouille des ONG depuis 2015 et que donc l'assaut du ministre de l'Intérieur qui suscite tant l'indignation ne fait que se poursuivre. Seulement, écrit le journal, la traque était si timide à ses débuts pour ne pas provoquer un tir groupé des cibles. Dans la tribune, la société civile qui voit clairement une tentative d'intimidation promet de riposter, une riposte même sans appel pour reprendre les termes des confrères. À la page 4 de la tribune, Y'en a marre, visé dans ce retrait de l'agrément de l'Afrique francophone et d'autres défenseurs des droits de l'homme demandent à l'État de faire machine arrière. Mais la bataille annoncée pour y arriver a toutes les chances de ne pas se tenir. Enquête fait état d'une médiation entreprise par des bonnes volontés, non sans rapporter que Fadel Barro et ses camarades démentent formellement avoir reçu 350 millions de francs CFA de leurs bailleurs. S'ils veulent connaître le montant et la nature des financements de nos activités, qu'ils viennent nous le demander. Y'en a marre est prêt à aller répondre, assure le coordinateur. L'État du Sénégal invité à réexaminer la situation judiciaire de Karim Meïssa Wade. Ses avocats comptent bien y répondre, mais déjà, ils veulent écarter toute confusion. Les recommandations onusiennes ne s'imposent aucunement au Sénégal. Cela ne va jamais arriver, renchérisse-t-il dans Sud Quotidien. Le débat est clos, c'est le bout de phrase mise en exergue par le journal à sa une ce jeudi. Par conséquent, si l'ancien ministre n'obtenait pas un réexamen de sa situation, il devrait donc passer à la caisse pour sauver sa candidature à la présidentielle du 24 février. Sauf que Karim Wade n'est pas dupe, la contrainte par corps qu'il vise une fois au Sénégal ne va pas s'exécuter immédiatement. Il y a toute une procédure avec toute la lourdeur judiciaire qui va avec, et Wade fils entend bien en profiter et préparer ses troupes contre une nouvelle arrestation, détaille la tribune qui révèle, preuve de l'imminence de l'atterrissage de Karim Wade sur Dakar, que ses bagages ont déjà été expédiés avant qu'un vol d'Emirates ne vienne le déposer sur le tarmac de Dias dans les prochains jours. Qu'il s'appelle Karim, Pape, Abdoulaye, Détié, Aminata, Malik, Oumar, tous manœuvrent intensément en direction de février. Les Échos titrent ce matin sur Madi Kenyan qui enrôle Habib Sy. Et comme dans toute alliance, il y a des compromis. Les Échos précisent que Sy renonce finalement à sa candidature pour rejoindre l'enfant banni du PDS. Pendant ce temps, dans Enquête, Abdoul Mbaye charge de nouveau le pouvoir. Angle de tir choisi par l'ancien Premier ministre de Macky Sall, la croissance, la sécurité alimentaire, l'appartenance politique. Interview sur 2 pages du président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail dans Enquête qui évoque aussi l'investiture de Macky Sall, candidat de Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle. Le sujet est également abordé par Sud Quotidien. À la page 2, Aminata Touré, coordinatrice du pôle parrainage de la coalition, dresse un bilan du régime d'Abdoulaye Wade noirci, selon l'ancienne première ministre, par des cas de corruption, des morts, mais également des dérives financières. L'héritage de feu Maître Mbaye Jacques Diop, également noirci. L'exclusif fait état dans sa livraison du jour de problèmes de succession qui ont fini par atterrir au tribunal. Au cœur du conflit, explique le journal, les dernières volontés de l'ancien patron du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales qui ont été foulées aux pieds, pour ne pas dire à la mémoire, par certains membres de la famille. Et dans l'affaire Omar Watt, il y a du nouveau, comme le rapporte l'AS. Le journal annonce que le soldat français mis en cause devrait faire face au juge ce vendredi. Mike Théo, face au juge du 2e cabinet, titre les confrères qui annoncent qu'une demande de mise en liberté provisoire va être déposée par les avocats du soldat. En sport, le ministre va-t-il clore le débat né de la reconduction d'Alioune Sarr à la tête du CNG? C'est moi qui décide, en grosse écriture, signé Matarba, à la une de Sunulamb. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principales informations. L'opposition tourne le dos au ministre de l'Intérieur, parti ce matin pour auditer le fichier électoral. Le Front de résistance nationale semble déçu et quitte les lieux. Il reproche à Aly Ngouille Ndiaye de n'avoir pas mis à sa disposition le bon fichier. Le porte-parole adjoint du PDS répond aux avocats de l'État qui promettent la contrainte par corps à Karim Wade. D'après Lamine Ba, cette sortie n'a aucune importance.
pouvoir et société civile. L'impossible entente depuis les indépendances, les deux parties émettent des notes dissonantes. La société civile s'explique, elle se dit indépendante et l'ancien Premier ministre Aminata Touré l'invite à la neutralité. La mer et ses graves dégâts, beaucoup de villes côtières comme Saint-Louis subissent l'avancée du Grand Bleu. Un expert en météo suggère au gouvernement le recasement des populations en proie à ce phénomène naturel. Actualité internationale, élection présidentielle à Madagascar. Les résultats tardent à tomber et le tout sur fond de contestation. Et puis, les meilleurs sportifs de l'année connus, Sadio Mané, ballon d'or sénégalais. En lutte, c'est Eumeu Sène qui a été désigné par l'ANPS qui procède depuis ce matin au dépouillement. Journal présenté par Antoine Diouf. À la technique, Alun Diassé, réalisation Mohamed Kandji. Vous avez rendez-vous à 13h avec Khalifa Diakhaté. Tout de suite, Salim To. Bon après-midi à toutes et à tous.